Bonsoir à toutes et à tous. Je suis le conteur et je suis ici pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'horreur liées aux achats en ligne. Alors, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. J'adorerais savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci, alors n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quand vous serez prêt, installez-vous confortablement et détendez-vous. J'ai toujours été de ces personnes qui préfèrent le confort de la maison. Alors, quand j'ai découvert Craigslist, cela a été comme un petit paradis personnel où l'on pouvait acheter pratiquement tout. Au début, j'étais une acheteuse un peu impulsive, je l'admets. Si quelque chose attirait mon attention, hop, je l'achetais sans réfléchir. Mais un jour, une idée brillante a traversé mon esprit. Et si je me lançais aussi dans la vente? C'est ainsi que, presque sans m'en rendre compte, j'ai commencé à vendre des bijoux faits main en ligne. Je vous avoue qu'au début, j'avais des doutes, car je me disais, sans réputation, qui s'intéressera à mes créations? Mais à ma grande surprise, c'est tout le contraire qui s'est produit. Les gens semblaient raffoler de mes créations. Les ventes se sont envolées, et ma petite boutique virtuelle est devenue un succès que je n'aurais jamais pu imaginer à mes 29 ans. Les transactions se succédaient, certaines plus fluides que d'autres, car bien sûr, je ne vais pas vous dire que tous mes clients étaient charmants. En réalité, j'ai eu quelques différends avec certains d'entre eux, mais jamais, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais pu imaginer qu'une de ces ventes allait transformer ma vie en un véritable calvaire. Tout a commencé un après-midi banal, routinier, un mardi 15 mars que je n'oublierai jamais. J'ai reçu une commande simple, un collier en améthyste. Je l'ai emballé avec soin, comme toujours, et je l'ai envoyé à sa destinataire. Environ 5 jours plus tard, j'ai reçu une notification de Craigslist. L'acheteuse demandait un retour. Sincèrement, je ne me suis pas trop alarmé. Je me suis dit que c'était peut-être un cadeau qui n'avait pas plu ou que le style ne correspondait pas aux attentes, des choses qui arrivent. Ce qui m'a un peu étonné, c'est le silence total de l'acheteuse. Elle ne m'a envoyé aucun message pour expliquer la raison. Lorsque le collier est revenu un samedi matin, j'étais assez occupé, alors je l'ai à peine regardé. Je l'ai posé sur une étagère et j'ai continué mes tâches. Que savais-je à ce moment-là? À cet instant précis où ce collier a de nouveau franchi le seuil de ma maison, ma vie, telle que je la connaissais, allait basculer dans l'horreur. Quelques jours après avoir reçu ce fameux retour, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'inquiétant. Un individu étrange, quelqu'un que je n'avais jamais vu de ma vie, semblait me suivre. Il ne s'approchait jamais trop, mais je le voyais au loin, toujours en train de m'observer fixement. Ce qui était le plus étrange, c'est qu'il disparaissait uniquement lorsque Marcos, mon compagnon, était avec moi. Peu à peu, cet individu a gagné en audace ou en insolence. Je ne sais pas comment le qualifier. Il se rapprochait de plus en plus de ma maison, jusqu'au point où je le voyais m'observer depuis son véhicule, sombre quand je sortais faire des courses. La situation devenait insoutenable et la tension était presque palpable. J'ai appelé la police à plusieurs reprises, mais ils n'arrivaient jamais à le surprendre en flagrant délit, et la seule fois où ils l'ont intercepté, ils n'ont rien pu faire. L'arrêter simplement parce qu'il est dans sa voiture, sur la voie publique, m'ont-ils répondu avec mépris. Imaginez mon impuissance et ma frustration. Une nuit, vers 23h30, mon téléphone a commencé à vibrer. C'étaient plusieurs messages provenant d'un numéro inconnu. J'ai hésité au début, puis la curiosité l'a emporté et j'en ai ouvert un. Ce que j'ai vu m'a glacé d'effroi et m'a fait pleurer de terreur. Quelqu'un m'avait filmé pendant mon sommeil. La caméra était fixe, comme si elle avait été posée quelque part en hauteur sur l'étagère, sans que personne ne la tienne. J'ai commencé à inspecter l'étagère comme une folle. Puis j'ai fait le lien, le collier retourné. Avec les nerfs à vif, j'ai examiné le bijou, et là, elle était minuscule et presque imperceptible, une micro-caméra. C'était la personne qui me l'avait retourné. C'était lui, mon harceleur. Les larmes coulaient à flot pendant que je détruisais cette foutue caméra et que je jetais le collier à la poubelle, avec un mélange de répulsion et de peur. Les jours suivants ont été un véritable cauchemar. On aurait dit que le harceleur s'était, je ne sais pas, activé.
J'avais l'impression de ne jamais être seul, et peut-être que la terrible vérité, c'est que je ne l'étais pas. Je voyais cet homme à chaque coin de rue, à chaque pas que je faisais. Il rôdait sans cesse autour de ma rue. J'entendais de légers coups contre les fenêtres et des craquements dans toute la maison. La peur me serrait constamment la poitrine. Alors, après un nouvel appel inutile à la police, j'ai appelé Marcos et je l'ai supplié de rester avec moi, même s'il devait demander un jour de congé au travail. Sa présence me donnait au moins un peu de répit, une sensation de calme relatif dont j'avais désespérément besoin. Nous avions évoqué que j'aille chez lui, mais cela devrait attendre le lendemain, un vendredi. Quand Marcos est arrivé ce jeudi soir vers 20h15, j'ai poussé un soupir de soulagement, pensant que, enfin, le harceleur y réfléchirait à 2 fois avant de réapparaître. Comme je m'étais trompé, ce salaud a frappé à la fenêtre de ma chambre, nous saluant avec un sourire tordu qui s'est gravé dans ma mémoire. Un sourire qui glaçait l'âme. Marcos, dans un élan, a saisi une lourde clé à molette de la boîte à outils. « Marcos, il est dangereux !» ai-je crié. « Je dois l'affronter maintenant, Martha, pendant que j'en ai encore la force. » m'a-t-il répondu. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais. » Alors, il a ouvert la porte et s'est élancé à sa poursuite. Depuis la fenêtre, je voyais Marcos courir, avec une rage presque palpable. Il l'avait sûrement vu, et il était décidé à l'attraper. J'ai essayé de me calmer, j'ai pris une grande inspiration et... Un autre message, une autre vidéo. Quelqu'un était en train de nous filmer, Marcos et moi, depuis l'intérieur de la maison. Mais si Marcos était dehors à courir après l'homme à la fenêtre, alors... Qui? Non, 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 ce n'était pas possible. Le psychopathe était à l'intérieur. Marcos poursuivait un leurre, la mauvaise personne. Le cœur battant, j'ai couru vers la porte de ma chambre et je l'ai verrouillée à clé. J'ai poussé une lourde commode pour la bloquer. Personne n'allait entrer. Quand Marcos est revenu, haletant et frustré, je lui ai crié depuis la fenêtre de ne pas entrer dans la maison et... J'ai appelé la police, paniqué. Ils m'ont dit qu'ils envoyaient une patrouille immédiatement. Mais la panique m'a envahi. Et si le psychopathe écoutait l'appel? Dans un geste de pur désespoir, j'ai raccroché. Le silence dans la maison était terrifiant. Je n'entendais plus ni l'intrus ni personne. Je me suis approché furtivement de la porte. J'ai regardé par le judas, essayant de voir s'il y avait quelqu'un dehors. Très prudemment, j'ai observé rien. Et soudain, les portes de l'armoire encastrée de ma chambre se sont ouvertes brusquement. Le choc fut tel que je suis tombé au sol, paralysé de peur. L'homme n'était pas dehors, il ne rôdait pas. Il était dans mon armoire depuis le début. Il était massif. Je ne comprends pas comment il avait pu tenir là-dedans. Il a commencé à marcher lentement vers moi avec une expression et un sourire jusqu'aux oreilles, une image sortie tout droit d'un film d'horreur. « J'ai attendu si longtemps pour t'avoir enfin ici avec moi, Martha. » Il a sifflé. « C'était si amusant de te torturer ces derniers jours, mais je ne pouvais plus attendre une minute de plus. »« Qu'est-ce que tu veux? Qui diable es-tu » ai-je à peine pu articuler. « Je suis juste un autre client de Craigslist, Martha. » a-t-il dit avec un sarcasme qui m'a retourné l'estomac. « Désolé de t'avoir retourné le collier, mais j'avais besoin de savoir où tu vivais. Hein? Tu as tout planifié ?» ai-je crié. « Tu es un psychopathe. »« Oh, peut-être que je le suis, » a-t-il admis. « Mais toi, tu es la victime. Et tu sais quoi? Tu n'es pas la première. » Sans ajouter un mot, il s'est jeté sur moi et a commencé à m'étrangler. Je ne pouvais rien faire. Il avait une force bien supérieure à la mienne. Il avait tout planifié à la perfection et son plan macabre fonctionnait. Je me suis senti prise de vertige. Et au loin, j'entendais Marcos frapper la porte de toutes ses forces, criant mon nom. Le psychopathe m'a projeté contre le mur. Et quand j'ai repris un peu conscience, il n'était plus là. « Nash Marcos, sors de là !» ai-je crié. « Il y a quelqu'un à l'intérieur. » La serrure a cédé sous un dernier coup et mon compagnon est entré, désespéré. « Ça va, Martha? Où est-il » Et soudain, le monstre est apparu derrière Marcos. « Marcos, derrière toi !» ai-je hurlé de toutes mes forces. Mais dès que mon compagnon s'est retourné, le psychopathe lui a asséné un coup de couteau. Non, Marcos s'est tourné vers moi, avec une expression de confusion et de douleur,
que je n'oublierai jamais, puis il est tombé au sol. Pinchedé pour être honnête, a dit le tueur avec un calme glaçant, je ne pensais pas le tuer. Je pensais que j'en aurais fini avec toi avant que Marcos ne revienne de la poursuite du type à qui j'ai payé pour te suivre. Bah c'est mieux comme ça. Et on en était où? Dit-il d'un ton moqueur et avec une assurance qui me fit frissonner. Non. La police va arriver d'un instant à l'autre, ai-je lancé. Ils t'enfermeront à jamais. Ah, tu es si naïve, Martita, se moqua-t-il. Malheureusement pour toi, tu ne seras pas vivante pour savoir s'ils réussissent à m'attraper. À cet instant, il s'est jeté à nouveau sur moi pour m'étrangler, mais cette fois, dans le chaos, j'ai attrapé une lampe en céramique toute proche et je l'ai fracassée sur sa tête. J'ai couru comme une folle, l'âme au bord du gouffre. Le psychopathe, la tête en sang et visiblement sonné, m'a poursuivi jusqu'à ce qu'à la porte d'entrée, il me saute dessus et m'attrape. Il tenait dans ses mains le pied de la lampe cassée avec laquelle je l'avais frappé. Mais à ce moment-là, plusieurs mains, celles de mes voisins qui avaient entendu tout le vacarme, ont réussi à le maîtriser jusqu'à l'arrivée de la police, quelques secondes tendues plus tard. Tout s'est terminé là, mais Marcos, lui, n'a pas survécu. Depuis ce jour, le 18 mars, j'ai commencé une thérapie psychologique. J'ai compris que je ne pouvais pas gérer ces souvenirs seul, et plus jamais. Jamais je n'ai vendu ni acheté quoi que ce soit sur une plateforme en ligne. L'homme a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de révision. Je me souviens encore de son visage au moment du verdict. Il m'a regardé fixement et a esquissé un léger sourire. Il savait que le mal était déjà fait, que je ne pourrais jamais me remettre complètement, et sincèrement, je crois qu'il avait raison. Je vous raconte que le magasin de jouets le plus proche de chez moi se trouve à presque 3 heures de route. Imaginez le tableau. Et bien sûr, j'avais juré que ce petit voyage ne serait pas pour ma fille de 5 ans. Lucia, qui s'est mise, a hurlé comme une furie quand je lui ai dit qu'elle ne pourrait pas avoir cet ourson bleu ciel qu'elle avait vu dans une publicité à la télé. C'est pour cela que je préfère 1000 fois les plateformes de streaming sans publicité à la télévision par câble traditionnel. Pas de pub, pas de caprice, pas besoin de se justifier. Alors non, il était hors de question que je fasse presque 3 heures de voiture, avec une gamine qui crie pour dépenser 40 ou 50 euros dans une peluche qui, soyons honnêtes, l'ennuierait en 2 semaines tout au plus. Mais son anniversaire approchait à grands pas. C'était le 10 juillet, et entre le travail et Lucia, je n'avais presque pas eu le temps de m'asseoir pour chercher sur Amazon, et encore moins d'aller dans une vraie boutique pour lui trouver un cadeau convenable. Je veux l'ourson bleu, maman. J'en ai trop besoin. Elle me suppliait, Lucia, ce soir-là, vers 21h15, pendant que je la bordais dans son lit. Elle ne criait plus, ni ne pleurait à chaudes larmes, mais elle n'arrêtait pas de parler de ce fichu ourson bleu. Je sais, petite exploratrice, lui ai-je dit encore une fois avec toute la patience de l'univers. Je te promets qu'on ira faire du shopping samedi matin. D'accord. On verra si on trouve quelque chose d'encore plus spécial. Et bleu, mais Lucia n'était pas très convaincue. Elle a marmonné quelque chose d'incompréhensible, et s'est retournée pour me tourner le dos. Je l'ai embrassée sur le front et lui ai souhaité de faire de beaux rêves. Peut-être que demain, à la lumière du jour, elle aura oublié. C'est ce que j'ai pensé, ou plutôt ce que j'ai espéré en silence. Je me suis assise avec l'ordinateur, portable pour traiter quelques emails du travail. Il y en avait un d'un site d'enchères en ligne que je supprimais toujours sans l'ouvrir. Mais soudain, j'ai eu une idée. Peut-être que je pourrais y trouver l'ourson de Crée ton ami, que Lucia voulait tant. Ce serait plus économique, et avec un peu de chance. J'en trouverais un peu utilisé, voire neuf, qui arriverait à temps. J'ai tenté ma chance, et à la 3e page de résultat, bingo. Un œuf, encore dans son emballage d'origine, pour seulement 5 $. Achat immédiat. Parfait, je n'ai pas perdu une seconde pour finaliser la commande. Une partie de moi voulait courir tout de suite le dire à Lucia. Mais la raison m'a soufflé qu'elle dormait profondément et qu'elle devait apprendre à gérer la frustration et à accepter un non de temps en temps. Le colis est arrivé juste un jour avant son anniversaire.
Le 9 juillet, dans l'après-midi, j'ai sorti l'ourson bleu de la boîte et l'ai examiné attentivement. Il semblait un peu, je ne sais pas, ou tassé peut-être, mais que savais-je? Je n'avais jamais eu de peluche, crée ton ami. Mais alors j'ai supposé que c'était normal. J'ai hésité entre l'emballer joliment ou lui donner sans emballage pour éviter le chichi. J'ai opté pour la deuxième option. Elle avait enfin commencé à mieux se comporter après sa crise initiale. Alors je voulais la récompenser pour cette première amélioration. Lucia, l'ai-je appelée en me dirigeant vers sa chambre. Kish. Oui, maman. Je veux que tu saches que je suis très fier de toi. Je sais que tu étais très fâchée de ne pas avoir eu l'ourson bleu, mais tu as commencé à gérer ça comme une grande fille raisonnable. Lucia a souri largement. J'ai arrêté de pleurer et j'aime aussi ma girafe en peluche, dit-elle en serrant dans ses bras l'une de ses vieilles peluches. Eh bien, elle avait vite perdu l'intérêt, ai-je pensé un peu soulagé. Elle t'aime aussi, ma chérie. Et moi aussi. Joyeux anniversaire en avance, lui ai-je dit avant de lui tendre l'ourson bleu pour la surprendre. En le voyant, Lucia a poussé un cri de joie, l'a serré très fort, et m'a étreinte avec ferveur. Merci, merci, merci. Il est si doux et si bleu. Je l'adore. Merci, maman, dit-elle en sautillant et en embrassant l'ourson. Mais j'ai remarqué qu'elle s'est un peu figée en le serrant, et avec une grimace étrange, elle a dit « Qu'est-ce que c'est ?» et en touchant le dos de l'ourson avec curiosité. Je le lui ai pris un moment et je l'ai inspecté de plus près. « Je ne sais pas, ai-je dit. C'est un peu étrange au toucher, comme s'il y avait quelque chose de dur à l'intérieur. » Elle a haussé les épaules et l'a repris en me remerciant, à nouveau avec un grand sourire. Je n'y ai pas prêté plus d'attention à ce moment-là, et elle non plus, jusqu'à quelques nuits après sa fête d'anniversaire. « Maman ?» m'a-t-elle demandé en sortant de sa chambre avec l'ourson dans les bras. Il devait être environ 22 heures. Célestino sent un peu bizarre. « Tu peux lui donner un bain ?»« Mais, oui, bien sûr, mon amour. » ai-je répondu sans lever les yeux du livre que je lisais. Peut-être qu'il n'était pas si neuf après tout, ou que le voyage dans le colis l'avait un peu abîmé. « Je peux m'en occuper demain matin, si tu veux. D'où ce soir, l'ourson dormira avec moi dans mon lit. » « Bon. Oh, d'accord, si tu veux, » a-t-elle répondu un peu déçue. Son insistance m'a un peu surprise. Peut-être venait-il d'une maison de fumeurs. Lucia et moi sommes très sensibles à la fumée de cigarettes. J'ai pris l'ourson bleu et je lui ai souhaité bonne nuit encore une fois, lui promettant un bain moussant pour Célestino le lendemain. J'ai senti l'odeur désagréable immédiatement. Une odeur sucrée et pénétrante. En approchant le jouet de mon nez pour le sentir de plus près, il a failli m'échapper des mains tant les hauts-le-cœur furent violents. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai vérifié l'étiquette pour voir les instructions de lavage. Lavage en surface uniquement. Bien sûr, évidemment. J'ai nettoyé cette saleté avec application, à l'aide d'un chiffon humide et de savon neutre, mais elle continuait à sentir le pourri, comme une odeur organique de décomposition. Alors, je me suis souvenu des bosses étranges que j'avais remarquées en le recevant. Impossible que ce ne soit que du rembourrage normal. J'ai attrapé une paire de ciseaux de couture et j'ai coupé quelques points sur le dos de Célestino, mais en le faisant, l'odeur m'a frappé comme un train de marchandises, me faisant reculer. J'ai lutté de toutes mes forces contre l'envie de vomir tout en ouvrant assez de couture pour pouvoir regarder à l'intérieur de la peluche. Mais j'ai reculé, horrifié, quand l'odeur m'a de nouveau saisi les narines, laissant tomber l'ourson bleu au sol alors que de multiples petits os tombaient avec lui, se dispersant sur le tapis. Une petite tête déformée et partiellement momifiée dépassait de l'ouverture que j'avais faite et de la matière organique sombre ainsi que du sang. Coagulé jaillissait comme de la boue épaisse, salissant la douce fourrure bleu ciel de l'ourson jadis adorable. Le niveau de terreur que j'ai ressenti en voyant cela est indescriptible. J'ai recouvert la découverte macabre avec une vieille serviette, et j'ai couru chercher Lucia pour l'emmener immédiatement chez les voisins avant d'appeler la police. Tremblante, je n'ai pas voulu connaître les détails sordides. Je ne sais pas quelle âme malade et tordue a pu faire une chose pareille. Je n'ai pas non plus voulu savoir qui
était la pauvre petite créature dont les restes étaient là? Je sais seulement que le compte du site d'enchères sur lequel j'avais passé commande a été supprimé immédiatement, et qu'apparemment ils ont trouvé le monstre responsable de cette atrocité. Moins j'en savais, moins Lucia risquait de découvrir quelque chose par accident. C'est tout. C'est ce que je me suis dit, naïvement. J'ai eu toute la nuit et presque toute la journée suivante pour essayer de digérer cela. Pleurer en silence et me recomposer comme j'ai pu. Comme je l'ai dit, ma fille ne devait rien savoir de cette horreur. Je devais juste être forte pour Lucia, pour préserver son innocence. Maman, regarde !» s'exclama Lucia l'après-midi suivante, le 12 juillet, quand je suis allé la chercher chez la voisine. Mon cœur s'est arrêté en voyant ce qu'elle tenait dans ses bras. « Oh, Lucia chérie, où as-tu trouvé ça ?» lui ai-je demandé avec un nœud dans l'estomac. « C'est ma nouvelle amie spéciale qui me l'a donnée. Je l'ai rencontrée ce matin au parc, » dit-elle naturellement. « Merci d'avoir lavé Célestino. Il sent beaucoup mieux maintenant. » Je suis resté bouche bée. Lucia me l'a presque jeté dans les bras avant de courir gaiement vers notre maison. J'ai regardé l'ourson bleu qu'elle tenait. Complètement déconcerté. La police avait l'original comme preuve. Donc c'était impossible que ce soit le même. Simplement impossible. Mais là, dans mes bras, se trouvait un ourson propre, brillant comme neuf, avec un parfum frais et doux imprégné dans sa fourrure bleue. Alors que je le contemplais songeuse, j'ai senti une main froide et minuscule se poser sur mon bras. « Lucia !» ai-je pensé surprise. Mais ce n'était pas elle. C'était une petite fille à peine plus âgée que Lucia, avec de grands yeux tristes, qui me regardait avec un doux sourire énigmatique. Un frisson glacial m'a traversé la colonne vertébrale, mais j'ai tendu instinctivement la main pour toucher ses cheveux sombres. Ils étaient étrangement soyeux, froids et légèrement humides au toucher. J'ai tourné la tête vers la maison en entendant la voix de Lucia m'appeler depuis la porte. Je me suis retourné une fraction de seconde et la fillette inconnue avait disparu sans laisser la moindre trace. De rien, ma chérie. Ai-je murmuré dans le vent surréaliste, sans trop savoir à qui je m'adressais, mais avec un nœud d'angoisse indicible et une profonde tristesse dans la poitrine, qui aujourd'hui encore, tant d'années plus tard, m'oppresse douloureusement quand j'y repense. Laissez-moi vous raconter comment j'ai fini par développer un trouble de stress post-traumatique qui, franchement, a complètement changé ma vie. Avant, je travaillais de nuit dans une usine. Alors je dormais le jour, généralement de 9h à 17h. Il y a environ 3 ans, un mercredi 21 mai, je me suis réveillé avec des nouvelles assez terribles. J'avais de nombreux appels manqués, environ 7, et des messages vocaux de mon propriétaire. Il me disait de le rappeler d'urgence. Ce que j'ai fait, et il m'a expliqué qu'il y avait une fuite importante dans l'appartement du dessous, une fuite qui semblait provenir du mien, probablement de la salle de bain. Résultat, on avait coupé l'arrivée d'eau. Pendant que je dormais paisiblement, imaginez le tableau au réveil. Pas de douche, pas de café, même pas moyen de tirer la chasse. Le seul réconfort, c'est qu'il s'occuperait de trouver un plombier de confiance et qu'il me rembourserait les frais de réparation si je conservais bien la facture. Il était déjà près de 16h quand j'ai appris tout ça, presque à la fin de la journée de travail de la plupart des professionnels. Je connaissais quelques plombiers qui proposaient des services d'urgence, mais ce jour-là, ils étaient tous complètement débordés. J'ai donc fini par appeler des amis et des membres de ma famille, pour voir si je pouvais passer la nuit chez l'un d'eux. Et par chance, une bonne amie, Laura, m'a accueilli sans problème. Mais elle m'a aussi proposé une idée un peu désespérée, presque comme un dernier recours. Chercher sur Craigslist quelqu'un qui, même sans être professionnel diplômé, aurait quelques notions de plomberie de base. Au début, cette suggestion ne m'a pas semblé très utile. Je pensais que ce genre de site ne servait qu'à vendre des objets d'occasion ou à chercher des partenaires, que sais-je. Mais je n'avais jamais exploré vraiment le site, et à ma grande surprise, j'ai trouvé une section intitulée « Réparation à domicile ». Et devinez quoi? La troisième annonce que j'ai vue disait quelque chose comme « Bricoleur de 42 ans, économique et efficace, cherche du travail » et ajoutait qu'il s'y connaissait un peu en tout,
maçonnerie, peinture, plomberie de base, et qu'il acceptait les travaux urgents à des prix vraiment bas. Cela semblait trop beau pour être vrai, et avec le recul, ça l'était, effectivement. J'ai appelé le type au numéro indiqué dans l'annonce, et je lui ai expliqué la situation en détail. Je m'attendais à une réponse classique du type « Je suis désolé, mais je suis trop occupé aujourd'hui ». Mais non, il semblait enchanté, même enthousiaste à l'idée de venir dès cet après-midi-là, vers 18h30, pour voir s'il pouvait réparer la fuite et me rendre l'eau. J'ai eu l'impression que le ciel s'ouvrait, un vrai soulagement. Il m'a même dit au téléphone que ça lui semblait être un travail très simple. Et il s'est montré étonné qu'aucun autre plombier ne soit encore venu soulever un peu le sol, sceller le tuyau concerné et remettre l'eau. Moi, en plomberie, je n'y connais strictement rien. Alors quand il m'a dit que soulever le sol pour accéder au tuyau était une tâche facile, je l'ai cru sans trop douter. Environ 1h15 après notre appel, le type m'a envoyé un message pour dire qu'il était déjà dans la rue. Je me suis rendu compte que, dans le stress, j'avais complètement oublié de lui indiquer le numéro d'appartement et l'étage. Alors, je les lui ai envoyés rapidement par message et je suis descendu lui ouvrir la porte d'entrée. L'homme est arrivé à ma porte avec un air tout à fait normal, même vaguement professionnel. Il portait une boîte à outils et des vêtements de travail. Je l'ai conduit directement à la salle de bain, là où le propriétaire pensait que la fuite se trouvait. Ensuite, je suis retourné au salon pour préparer mon petit déjeuner tardif. Rappelez-vous que je travaillais de nuit et que mes horaires étaient inversés. 10 minutes plus tard environ, le type, qui se faisait appeler Antonio, m'a appelé depuis la salle de bain et m'a dit quelque chose comme « Ça te paraît bon comme ça, chef ?» Je me suis dirigé vers la salle de bain sans me douter de rien. J'ai passé la tête par la porte pour jeter un œil. Et c'est la dernière chose dont je me souviens clairement. La chose suivante dont j'ai conscience, c'est une lumière brillante, aveuglante devant mes yeux, et je réalise, complètement groggy et désorienté, que c'est la lampe torche d'un technicien d'urgence qui vérifie mes réactions. J'ai commencé à paniquer, à demander ce qui se passait, où j'étais, et on m'a dit d'une voix calme de ne pas bouger pendant qu'ils allaient chercher une civière pour me transporter. Ils m'ont posé dessus, avec précaution, et m'ont sorti dans le couloir de l'immeuble. Et là se trouvait mon amie Laura, celle chez qui j'étais censé passer la nuit. Elle pleurait, inconsolable, demandant aux secouristes si j'allais m'en sortir. Et je me souviens m'être légèrement détendu et m'être laissé aller sur la civière en entendant qu'ils disaient que oui, que mes constantes vitales étaient stables. Je n'avais qu'une envie, dormir pendant des jours entiers, récupérer du choc. Mais quand j'ai dit aux ambulanciers que j'étais très fatigué et que je pouvais dormir un peu pendant le trajet vers l'hôpital, ils ont insisté fermement pour que je reste éveillé, que je fasse tout mon possible pour rester consciente et leur parler. À la fin, ils n'arrêtaient pas de me poser ces questions bêtes et répétitives pour me garder alerte et éveillé pendant le trajet. Ensuite, déjà à l'hôpital, je suis sûr qu'on m'a administré quelque chose pour m'empêcher de m'endormir, car apparemment, s'endormir avec un traumatisme crânien grave peut être fatal si l'on n'est pas surveillé. Peu après, 2 agents de police sont venus prendre ma déposition au sujet du prétendu plombier. Ils avaient fouillé mon appartement de fond en comble, et de nombreux objets de valeur manquaient des choses assez évidentes comme la télévision à écran plat du salon et tous mes bijoux rangés dans un tiroir. Ma chambre avait été complètement saccagée comme si un ouragan y était passé. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris avec horreur ce qui s'était réellement passé. Ce n'était pas un plombier. Il n'avait même pas touché un seul outil dans ma salle de bain, ni tenté de réparer quoi que ce soit. Il avait simplement utilisé l'excuse du technicien d'entretien comme une façade élaborée pour entrer chez moi et me voler en toute impunité. L'un des policiers m'a informé, avec regret, que j'étais la 4e personne dans la ville à avoir été cambriolée par ceux, même bricoleurs, ou groupes organisés ce même mois, en utilisant un modus operandi similaire. Comme il utilisait différents numéros de téléphone et ne révélait jamais beaucoup d'informations personnelles, il n'avait pas réussi à le localiser ni à l'identifier jusqu'à présent.
Autant que je sache, et d'après ce qu'on m'a dit plus tard, ils ne l'ont jamais attrapé. Il a simplement commis quelques vols supplémentaires, puis s'est volatilisé sans laisser de traces, après que les médias ont alerté le public sur les dangers de faire appel à des inconnus sur Internet sans référence. Peut-être est-il encore là, quelque part, poursuivant ses méfaits, changeant de ville et de méthode sans jamais se faire prendre. Et j'espère sincèrement que les autres personnes il a volées et agressées se sont rétablies, tant physiquement qu'émotionnellement. Mais moi, je n'y suis pas encore parvenu. Comme je l'ai dit au début, j'ai développé un trouble de stress post-traumatique sévère après l'agression, et cela m'a affecté d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Des choses terribles arrivent parfois à de bonnes personnes, j'en suis consciente, et cela m'a apporté un certain réconfort de savoir que la police enquêtait et tentait de l'attraper. Mais après être sorti de l'hôpital et être rentré chez moi, il a fallu 2 ou 3 jours avant que je réalise que je n'étais même pas sorti de chez moi, pas même pour acheter du pain. Recevoir de la nourriture des livreurs à domicile me rendait extrêmement nerveuse et anxieuse. J'ai naïvement pensé que cette sensation désagréable finirait par passer avec le temps. Mais ce ne fut pas le cas. Je ressentais une forte oppression dans la poitrine, une sensation de picotement désagréable dans tout le corps chaque fois qu'un inconnu passait devant la porte de mon appartement ou marchait dans le couloir de mon étage. Il m'arrive encore, surtout la nuit, de courir instinctivement vers le judas de la porte, armé de mon petit pistolet à blanc que j'ai acheté pour me sentir plus en sécurité, scrutant à travers le cercle de verre, craignant d'y voir le visage de l'homme qui m'a agressé. Je sais que c'est irrationnel, que je ne le verrai jamais là, mais je continue de le faire, presque de façon compulsive. J'ai une vilaine cicatrice à la mâchoire, exactement à l'endroit où il m'a frappé avec un objet contondant. Même les médecins qui m'ont soigné ont dit qu'il fallait avoir un squelette d'acier pour ne pas avoir eu de fracture, tant le choc avait été violent. Mais je suppose que j'ai beaucoup d'autres cicatrices internes que les gens ne peuvent pas voir à l'œil nu, accompagnées d'une blessure émotionnelle dont je ne suis pas sûr qu'elle guérira un jour complètement. Voici une expérience qui, encore aujourd'hui, me donne des frissons et me fait remettre en question les limites de ceux que nous considérons comme réels. Tout s'est passé durant l'été 2007, lorsque nous avons décidé de passer nos vacances familiales dans une ancienne maison de campagne que mes grands-parents possédaient dans un petit village de montagne isolé, appelé Vallebrouma. La maison, avec ses murs de pierre et ses poutres en bois sombre, avait un charme rustique et nostalgique, mais elle dégageait aussi une aura de mystère qui, depuis mon enfance, m'avait toujours mise mal à l'aise. Mes parents, pragmatiques comme toujours, attribuaient tout bruit étrange au vent ou à la vieillesse de la structure. Et mon grand frère David trouvait toujours une explication logique à tout. Mais moi, avec mes 16 ans tout juste et une imagination débordante nourrie de romans à suspense, je sentais que cette maison cachait des secrets dans ses ombres. Un après-midi particulièrement chaud de fin juillet, pendant que mes parents faisaient la sieste, et que David était parti explorer les environs à vélo, j'ai décidé de m'aventurer dans le grenier. C'était le seul endroit de la maison qui avait toujours été fermé par un vieux cadenas rouillé, et dont mes grands-parents ne parlaient jamais trop. Il n'y a rien d'intéressant là-haut. Juste des vieilleries et de la poussière, disait souvent ma grand-mère, avec une pointe de nervosité dans la voix que je ne comprenais pas encore à l'époque. Curieuse et un peu anxieuse, j'ai réussi à trouver une vieille clé qui s'adaptait au cadenas. En ouvrant la lourde porte en bois, une bouffée d'air vicié et de poussière m'a frappé au visage. Le grenier était plongé dans une pénombre poussiéreuse, à peine éclairé par un petit œil de bœuf circulaire couvert de toiles d'araignée. Mais entre les meubles branlants recouverts de draps blancs, les vieux coffres et les objets oubliés, quelque chose attira mon attention. Tout au fond, adossé contre le mur, se trouvait un miroir de plein pied avec un cadre en bois sombre, sculpté d'étranges symboles que je n'ai pas su identifier. Malgré la couche de poussière qui le recouvrait, le verre reflétait une clarté surprenante. Je m'en approchai avec prudence, essuyant une partie de la surface avec la manche de mon t-shirt.
Mon reflet me renvoya mon regard. Mais quelque chose clochait, une sensation étrange, comme si l'image n'était pas tout à fait moi, mais quelqu'un qui me ressemblait énormément. Les yeux de mon reflet semblaient plus sombres, plus profonds, et une subtile et énigmatique expression flottait sur ses lèvres, un sourire que je ne me souvenais pas avoir esquissé. Les jours suivants, je montais en cachette au grenier chaque fois que j'en avais l'occasion, attiré par ce miroir d'une manière presque hypnotique. Je passais de longs moments à observer mon reflet, qui semblait de plus en plus doté d'une personnalité propre, plus affirmée, plus autonome. Parfois, je jurais qu'il clignait des yeux à un autre moment que moi, ou que son sourire s'élargissait légèrement alors que j'étais sérieux. J'ai commencé à me sentir observé, même lorsque je n'étais pas, devant le miroir, une présence invisible qui semblait émaner de lui. Une nuit, le 28 juillet, je n'arrivais pas à dormir, et une impulsion irrésistible me poussa de nouveau dans le grenier. La pleine lune entrait par le petit hublot, baignant la pièce d'une lumière argentée et fantomatique. Je me suis placé devant le miroir, et cette fois, le reflet ne se contentait pas de sourire. Il leva la main et me salua lentement. La terreur me paralysa. Je voulus crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Alors, la figure dans le miroir commença à parler. Sa voix était un chuchotement sifflant, semblant surgir des profondeurs mêmes du verre. « Rejoins-moi, Ryan », dit-elle. « Ici, il n'y a ni douleur ni peur, seulement la paix éternelle. » À ce moment précis, la porte du grenier s'ouvrit brusquement et la lumière du couloir inonda la pièce. C'était David qui m'avait suivi, inquiet de mes disparitions répétées. En me voyant là, pâle et tremblant devant le miroir, il accourut et me tira de là de force. Et quand je me retournai, mon reflet dans le miroir n'était plus qu'un double apeuré et immobile. Je ne suis jamais remonté dans ce grenier. Quand mes parents apprirent ce qui s'était passé, ils décidèrent de murer la porte. Des années plus tard, lorsque la maison fut vendue après le décès de mes grands-parents, j'appris par d'anciens voisins du village qu'il y avait longtemps un jeune homme prénommé Lénard, qui me ressemblait étrangement, avait mystérieusement disparu dans cette maison. On disait qu'il passait des heures devant un vieux miroir que sa famille gardait dans le grenier. Depuis, je ne peux m'empêcher de frissonner chaque fois que je me regarde dans un miroir ancien, me demandant quels secrets ils peuvent cacher et quelle sorte d'entité pourrait nous observer. Depuis l'autre côté du verre, la frontière entre notre monde et d'autres possibles, et parfois terriblement fine, eh bien, si quelqu'un m'avait dit, il y a environ 5 ans, que ma vie prendrait la tournure qu'elle a prise, je lui aurais probablement ri au nez. Je m'appelle Martin Herrera, ou plutôt, c'était mon nom avant que tout ne bascule. J'avais un diplôme en histoire de l'art, mais mes notes n'étaient pas vraiment brillantes. Alors, après l'université, la seule porte qui s'est vraiment ouverte à moi fut celle d'un emploi de serveur dans une grande chaîne de café. Et croyez-moi, vivre dans une ville comme Buenos Aires, avec ce salaire, relevait de l'exploit. Le loyer me prenait plus de la moitié de mes revenus, et le reste suffisait à peine pour survivre, sans parler des dettes étudiantes qui s'accumulaient comme un sac à dos de plomb. À mes 24 ans, mon avenir avait l'air plus gris qu'un ciel d'orage. Mes parents ne pouvaient pas m'aider financièrement. Je n'avais pas de frères ou sœurs. Et mes amis galéraient autant que moi, voire pire. Bien des nuits, la faim était ma seule colocataire. Alors j'ai commencé à chercher des petits boulots en plus, n'importe quoi pour gagner quelques pesos de plus. Je regardais les classiques panneaux « On recrute » dans les commerces et bien sûr, je consultais chaque jour laburoya.com. Au début, je trouvais de petites missions ponctuelles, comme distribuer des prospectus ou aider à déménager, mais la paie était ridiculement basse. Cela couvrait à peine les courses de la semaine ou la facture du téléphone, et la fatigue physique et mentale s'accumulait jour après jour, sans relâche. Le stress me consumait, et je devenais accro au maté pour continuer à fonctionner. C'est alors que j'ai vu cette annonce sur laburoya.com. Une qui promettait un salaire incroyable pour une seule journée de travail. J'avais déjà vu des offres louches et douteuses, du genre à te payer 1 an de loyer pour faire des trucs auxquels je n'aurais jamais pensé participer, comme des essais cliniques douteux ou d'autres propositions bizarres.
Mais celle-ci était différente. Du moins, c'est ce que je croyais. Elle ne semblait ni louche, ni effrayante à première vue. Un seul travail, 10 000 pesos argentins. 10 000, pour une tâche soi-disant simple et rapide. Au début, j'étais méfiant. Bien sûr, qui paie autant pour quelque chose de facile? Il devait y avoir une arnaque cachée, pensais-je, mais le loyer était en retard et je rêvais d'un vrai repas. Quelque chose de mieux que mes éternelles nouilles instantanées au tuco, qui composaient presque exclusivement mon menu quotidien. Alors, vainquant mes doutes grandissants et la voix de la prudence, j'ai envoyé un courriel avec mes coordonnées, nom complet, adresse, numéro de contact, âge, emploi actuel et raisons urgentes pour lesquelles j'avais besoin de cet argent. Je n'attendais pas de réponse, pour être honnête. Je pensais même que c'était peut-être une blague d'un internaute désœuvré. Mais j'ai envoyé l'email et j'ai poursuivi ma routine quotidienne en essayant de ne pas trop y penser. Plusieurs jours ont passé, peut-être 3 ou 4. J'avais presque complètement oublié cette affaire. J'étais au café. Il devait être environ 19 heures, un jeudi, lorsque j'ai entendu la notification de mon téléphone. Un nouveau message, c'était la réponse que je n'attendais plus. Le message disait brièvement qu'il m'avait choisi parce que ma raison de demander cet argent leur avait semblé la plus sincère et touchante et que je méritais ce travail plus que les autres candidats. Je n'en revenais pas. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'apporter une lampe torche puissante, celle du téléphone. Ne suffisait pas. C'était bien précisé et me présenter à une adresse dans le quartier de San Telmo avant 22 heures. Ce même soir. J'étais si euphorique et désespéré que je n'ai même pas pris le temps de réfléchir aux risques possibles. Je n'avais pas de famille proche qui se soucierait de moi si quelque chose tournait mal, ni de véritables amis à qui je pouvais faire appel en cas d'urgence. Je ne voyais que ces 10 000 pesos et tout ce que je pourrais en faire. Payer le loyer en retard, rembourser quelques petites dettes et me faire un bon festin. J'ai quitté mon travail en cours de journée, en inventant une excuse, et je suis rentré dans mon petit studio pour faire une liste mentale. Loyer, courses abondantes, un dîner spécial dans mon restaurant préféré du quartier, la facture de téléphone qui arrivait à échéance, mettre de côté un peu pour l'électricité, et le reste pour épargner et rembourser le prêt étudiant qui m'étranglait. À 21 heures, après un sandwich rapide et un maté bien corsé, je suis parti vers l'adresse indiquée avec une vieille lampe torche que j'avais trouvée. Je n'avais ni voiture, ni argent pour un taxi, alors j'ai dû marcher un long moment. Quand je suis arrivé, l'endroit n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. J'ai vérifié l'adresse sur mon téléphone encore et encore. J'étais bien au bon endroit, sans aucun doute. Je m'attendais à un immeuble de bureaux moderne ou à un complexe résidentiel, mais je me suis retrouvé devant une carcasse de 30 étages, un bâtiment ancien visiblement abandonné, aux nombreuses fenêtres brisées. Il n'y avait pas âme qui vive, pas de gardien, ni la personne qui m'avait contacté par mail. Pendant que je regardais vers le haut, vers ce bâtiment délabré, j'ai reçu un nouveau message. Il disait que l'argent serait transféré sur mon compte via une application de paiement, au moment précis où je terminerai la tâche assignée, et que l'employeur anonyme saurait si je l'avais accompli correctement ou non. Ma rémunération en dépendait. À mes 24 ans, j'en avais déjà vu et vécu des choses. Alors, bien que légèrement inquiet et envahi par un mauvais pressentiment, j'ai décidé de suivre le plan. En m'approchant du bâtiment, j'ai vu que l'ascenseur n'était pas fonctionnel. Il y avait bien une gaine d'ascenseur, mais les portes avaient été arrachées. Rien d'étonnant, l'immeuble semblait privé d'électricité depuis des années. Ma tâche, pour 10 000 pesos, monter au 30e étage, me rendre à une fenêtre orientée à l'est, et allumer, puis éteindre la lampe torche 7 fois de suite. J'ai commencé à monter les escaliers sombres et poussiéreux. Les premiers étages, ça allait, bien que l'odeur d'humidité et d'abandon fût très forte. Mais après le 10e étage, je sentais déjà la fatigue dans mes jambes. J'ai continué étage par étage, comptant mentalement 15, 6 à 17, 18, 19. En arrivant au 20e, j'étais déjà bien essoufflé et en sueur. À chaque étage, je regardais la petite plaque en métal avec le numéro
quand il y en avait une. Et chaque fois que j'envisageais de redescendre, l'idée des 10 000 pesos me donnait un regain de désespoir et de motivation. J'ai enfin atteint le 28e étage. Je me suis dit, c'est la dernière ligne droite, plus que 2. J'ai fait une pause, regardant les lumières de Buenos Aires par une fenêtre, puis, avec une nouvelle détermination, j'ai continué. Je suis passé au 29e et suis arrivé sur ce que je pensais être le palier du 30e. J'ai souri, soulagé, et j'ai sorti ma lampe torche, prêt à remplir ma part du marché. Mais en montant le dernier escalier censé mener au 30e, je suis tombé sur un palier avec une plaque rouillée indiquant « étage 29 ». J'étais totalement déconcerté. Avais-je mal compté ou mal lu la plaque précédente à cause de l'obscurité? J'ai essayé de garder mon calme, puis j'ai monté un autre escalier. Même plaque, étage 29. La peur a commencé à m'envahir. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. J'ai monté encore un escalier, presque en courant, et encore. Étage 29. Désespéré, j'ai redescendu un étage. Toujours le 29. Là, j'ai commencé à paniquer pour de bon. J'ai parcouru l'étage à la recherche d'un indice, d'une explication logique, quelque chose qui me prouverait que tout ça n'était qu'une mauvaise blague ou une simple confusion. Mais il n'y avait que des pièces vides et sombres, de grandes fenêtres donnant sur la ville, toutes à la même maudite hauteur. Frustré, épuisé et profondément terrifié, j'ai décidé de fuir au plus vite. Oubliant totalement l'argent, avec les rares forces qu'il me restait, j'ai commencé à descendre les escaliers aussi vite que possible, trébuchant dans l'obscurité. Mais peu importait combien d'étages je descendais, combien de volets je franchissais, le cœur battant à tout rompre. Je me retrouvais toujours au même maudit étage 29. C'est alors que j'ai compris, ou du moins commencé à comprendre, la terrible vérité. C'était un piège, une boucle sans fin, quelque chose qui n'était pas de ce monde, un cauchemar bien réel. La seule issue qui m'est venue à l'esprit dans ma panique grandissante, la seule que j'ai vue dans mon désespoir, c'était l'une de ces grandes fenêtres sans vitres. Je suppose que je fais maintenant partie de la légende urbaine de ce bâtiment maudit, une victime de plus de cette annonce frauduleuse, un numéro de plus dans son décompte macabre et invisible. Si seulement j'avais écouté mon instinct de survie. Si seulement je n'avais pas été aussi désespéré à l'idée de gagner de l'argent facile, je serais encore parmi les miens. Évidemment, ce n'est pas un récit personnel. Pourtant, il est inspiré de ce que nous croyons être arrivé à mon cousin Martin, qui est sorti un jour pour un supposé entretien d'embauche dans un immeuble que l'on pense être une sorte de portail, et a fini par tomber du 29e étage sans aucune raison apparente. Il n'y avait personne dans cet endroit, et les caméras de sécurité voisines n'avaient enregistré personne depuis des jours. À part lui. À ce jour, sa mort reste un mystère absolu. Tout a commencé en août 2012. Mon mari Javier a décidé de mettre en vente un vieux bracelet en or ayant appartenu à sa grand-mère que nous gardions précieusement. C'était un homme pratique, avec le sens des affaires. Et il a pensé que le site Mercado Segunda, Mano, serait une bonne option pour obtenir un peu d'argent supplémentaire. Nous vivions dans une grande ville, mais dans un quartier calme, avec nos 2 enfants, Matteo, âgé de 15 ans, et Sofia, la plus jeune, âgée de 11 ans. Jamais nous n'aurions imaginé que cette décision si banale, en apparence, allait nous faire vivre la pire et la plus longue nuit de notre vie. Peu après la publication de l'annonce avec des photos détaillées, une personne a contacté Javier par message privé, se montrant très intéressé et posant des questions précises sur le bracelet. Javier, de nature confiante et peut-être un peu naïf, les a invités à la maison un samedi après-midi, le 18 août, afin qu'ils puissent voir le bijou en personne et, si tout allait bien, conclure l'affaire sur le champ. Je me souviens parfaitement de cet après-midi, de ce funeste 18 août. Un homme et une femme d'une trentaine d'années, les mêmes qui avaient écrit sur la plateforme, sont arrivés. Au début, ils paraissaient aimables, polis, même sympathiques et bavards. Ils ont dit que le bracelet serait un cadeau, parfait pour l'anniversaire, de mariage de leurs parents. Quelle ironie, cruelle et tordue. Ils ont convenu d'un prix que Javier a trouvé raisonnable. C'est alors que mon mari leur a demandé comment ils préféraient payer, en espèces ou par virement,
que tout a basculé. Leurs véritables et sombres intentions sont apparues de la manière la plus brutale et inattendue. L'homme a sorti une arme à feu de sous ses vêtements. Javier est resté complètement figé. Qui ne le serait pas dans une situation pareille? Il n'avait d'autre choix que de leur remettre le bracelet sans opposer de résistance. Pendant ce temps, la femme s'est précipitée vers la porte arrière, donnant sur le jardin, et l'a ouverte grand, laissant entrer deux autres hommes, visiblement leurs complices dans ce plan sordide. Ils nous ont tous poussés vers le salon. Ils nous ont forcés à nous agenouiller au sol et nous ont attaché les mains dans le dos, avec des colliers de serrage en plastique. La terreur que j'ai ressentie à ce moment-là est indescriptible. J'ai tout fait, surtout en pensant à la sécurité de mes enfants, qui tremblaient à mes côtés. Une fois qu'ils nous ont eus totalement immobilisés, à leur merci, ils ont commencé à hurler pour nous forcer à leur dire où nous gardions plus d'argent liquide ou d'autres objets de valeur comme des bijoux ou de l'électronique. J'ai senti le canon froid d'un pistolet sur ma nuque, tandis que celui qui semblait être le chef comptait à rebours d'une voix menaçante. 3, 2, je hurlais intérieurement, priant en silence une force supérieure de ne pas nous tuer, de ne pas faire de mal à mes enfants innocents. Ensuite, ils se sont mis à détruire la maison méthodiquement, fouillant tout, tiroir par tiroir, placard par placard, à la recherche de quoi emporter. Ils savaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps, que chaque minute augmentait le risque d'être attrapé. L'un d'eux, le plus jeune, le plus nerveux, est resté pour nous surveiller dans le salon. C'était le plus agressif verbalement, celui qui intimidait par ses gestes. Ces menaces constantes de nous tuer si nous ne coopérions pas étaient si réelles et crédibles que mes enfants ne pouvaient s'empêcher de pleurer et sangloter sans arrêt. Ils pleuraient si fort et avec tant de désespoir que les voleurs ont commencé à devenir visiblement nerveux, craignant que les voisins n'entendent et appellent la police. Celui qui nous surveillait a crié aux enfants de se taire immédiatement, les menaçant de les frapper s'ils n'obéissaient pas. Mais cela ne fit que les terrifier davantage, et ils pleuraient encore plus fort, encore plus désespérément. Et alors, l'homme a tenu sa menace sans hésitation. Il a commencé à frapper mes enfants, d'abord Matteo, puis Sofia. Voir cela, ce fut le pire cauchemar devenu réalité. Être témoin, impuissante, de la souffrance de mes enfants sans pouvoir rien faire pour les protéger. Dans mon désespoir, je leur ai offert mon alliance, mon téléphone, n'importe quoi de valeur pour qu'ils cessent cette torture. Cette nuit fut un enfer, la pire de toute ma vie, je le dirai toujours. Quand il m'a arraché l'alliance violemment du doigt, tout ce que nous pouvions dire entre nos sanglots, mais c'était « Prenez tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne nous tuez pas. Laissez-nous en vie. » Javier, mon courageux Javier, il a réagi différemment en voyant nos enfants se faire battre. Au début, je pense qu'il a essayé de garder son calme à tout prix, pensant que si nous coopérions, il partirait rapidement et nous laisserait tranquilles. Il savait parfaitement que les objets matériels se remplacent avec le temps, mais qu'une vie, celle d'un être aimé, est irremplaçable. Mais quand ils ont commencé à frapper brutalement nos enfants, ceux qu'il aimait plus que tout au monde, quelque chose s'est brisé en lui, une sorte de ressort, une rage immense, une fureur protectrice, instinctive. Elle l'a envahi entièrement. Je ne sais pas comment il a fait, d'où il a tiré cette force surhumaine, mais avec l'adrénaline de cette colère, il a réussi à briser les liens de plastique qui lui serraient les poignets. Dans n'importe quelle autre situation imaginable, Javier n'aurait jamais attaqué un homme armé et dangereux, mais à ce moment précis, ce n'était plus le Javier rationnel et calme que je connaissais. C'était un père lion, défendant ses petits blessés. Il s'est levé d'un bond et a foncé sur le voleur qui frappait notre fils Matteo, en hurlant de toutes ses forces. Si seulement la vie réelle était comme dans les films d'action, où le héros esquive toujours les balles par miracle et sauve tout, le monde, à la dernière seconde. Mais la dure réalité n'est pas celle des films. Javier n'a pas été assez rapide. L'homme armé a reculé d'un pas, a visé froidement et a tiré. 3 fois, je l'ai vu s'effondrer au sol. C'est le moment le plus horrible et déchirant de toute ma vie. En larmes, je ne pouvais que lui murmurer « Mon amour, s'il te plaît, reste avec moi. Ne t'endors pas. Reste avec nous, ne pars pas comme ça. »
alors qu'il peinait à respirer et que la lumière quittait lentement ses yeux. Mon mari a été un véritable héros cette nuit-là. Il avait toujours dit à ses enfants qu'il donnerait sa vie pour les protéger si cela devenait nécessaire. Et il est mort en nous protégeant tous. Quand ils l'ont tué ainsi de sang-froid, je n'arrivais pas à y croire. J'étais sous le choc. Mais au milieu de cet enfer absolu, j'ai ressenti aussi une étrange et contradictoire forme de gratitude, car mes enfants et moi étions encore en vie. De justesse, les complices du meurtrier sont restés figés en voyant ce qu'ils venaient de faire. Ils ont compris, à cet instant précis, que la situation leur avait complètement échappé, qu'ils avaient franchi une ligne de non-retour. Une chose est un braquage à main armée, une autre est un meurtre de sang-froid. Ils ont fui en toute hâte, emportant nos téléphones portables, un ordinateur portable, quelques bijoux et quelques objets de valeur. Ils ont tenté de fuir vers le nord du pays, traversant plusieurs provinces, mais ils ont commis une erreur fatale et impardonnable. Ils avaient contacté Javier via un compte de la plateforme Mercado Segunda Mano, lié à l'un de leurs vrais noms et avec des photos réelles. Les enquêteurs de la police n'ont pas mis longtemps à les identifier grâce à la coopération du site. Leurs visages sont apparus sur tous les bulletins d'information et dans les listes des personnes les plus recherchées. Il s'agissait de Facundo, El Rengo, Bermúdez, Jonathan Cepillo, Roldan Milagros Lachina, Acosta et Brenda de la Colo. Pereira, 4 jeunes, ayant des antécédents pour délits mineurs et des problèmes d'addiction, qui furent même assez stupides pour essayer de revendre certains des objets volés dans des marchés de la région. Ils ont été arrêtés lors d'un contrôle routier de routine, près de la frontière avec la Bolivie, une semaine après les faits. Lors du procès qui s'est tenu un an plus tard, en septembre 2013, ils ont pleuré et affiché des signes de remords. Quand ils ont été accusés formellement d'homicide en lien avec un vol, de vol qualifié, de braquage à main armée et de séquestration. Ils ont plaidé non coupables pour l'accusation la plus grave, et pendant un court instant, avec leur apparente stupeur et indignation, certains dans la salle ont cru qu'il y avait peut-être eu une erreur sur les personnes. Mais les procureurs ont méticuleusement reconstruit les faits, pièce par pièce, en présentant des preuves accablantes et des témoignages irréfutables qui démontraient, sans le moindre doute, qu'ils étaient bel et bien les auteurs de ce crime atroce. J'ai également témoigné, revivant chaque détail de cette nuit infernale. J'ai dit aux juges et au jury, avec une certitude absolue, que je n'avais aucun doute. C'étaient eux qui avaient envahi notre maison, terrorisé ma famille et assassiné mon bien-aimé Javier. En octobre 2013, les 4 accusés ont été condamnés. Ils ont écopé de peines allant de 25 à 35 ans de prison ferme. Plus tard, j'ai appris par l'intermédiaire de mon avocat que l'un d'eux, Jonathan Roldan, avait écrit une lettre dans laquelle il disait regretter profondément ce qu'ils avaient fait à Javier et affirmait prier tous les soirs dans sa cellule pour le pardon de notre famille. Mais comme l'a dit le procureur de l'affaire, maître Mariano Benitez, dans son réquisitoire final, parlons franchement, ceux qui sont entrés dans cette maison, cette nuit-là, armés et prêts à tout, n'étaient ni timides ni inexpérimentés. C'étaient des criminels dangereux, prêts à blesser, voire à tuer des enfants innocents si cela s'avérait nécessaire. Des gens qui n'ont eu aucun scrupule à arracher la vie à un père de famille sous les yeux de ses enfants. Et il avait raison. Cette nuit-là, on nous a arraché Javier à jamais, et une partie de nous, de notre âme, est morte avec lui dans ce moment précis. La vie a repris son cours, comme elle le fait toujours, mais elle n'a plus jamais été la même. La peur constante, la douleur sourde, l'absence irréparable, ce sont des cicatrices invisibles que nous porterons gravées dans notre cœur pour toujours.